Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne... Bonjour à tous et bonjour à toutes, heureux de vous retrouver pour un spécial. On vous donne la parole ce matin. En effet, les fêtes approchent, Rosh Hashanah est là à la porte. Dans quelques jours, on va fêter donc cette belle fête. Et comme 5779. Voilà, là, ça fait du temps tout ça. Ça nous rajeunit pas? Non, pas du tout. Bonjour Eliana, merci Bonjour d'être Olivier. avec nous pour cette émission comme à veille de chaque grande fête. Et on consacre une émission donc aux fêtes qui approchent. Et cette fois-ci, c'est Rosh Hashanah. Et bien entendu, on va parler des minagim, des coutumes et des recettes de Rosh Hashanah, histoire de nous mettre un peu dans l'ambiance. Et nous allons commencer tout de suite avec Céline qui est avec nous en ligne. Céline, bonjour. Oui, bonjour Olivier. Comment tout va bien? Boker tov. Tout va très bien, Baruch Hashem. Alors, très heureux de commencer la nouvelle année. Voilà. Alors raconte-nous comment on fête Rosh Hashanah dans ta famille, chez toi. Ok, alors Rosh Hashanah dans ma famille, c'est une famille juive tunisienne. Oui, il faut commencer quand même par... je disais à Olivier hors antenne que le grand minag des Ashkenazim à Rosh Hashanah, c'est d'aller passer le seder chez des Sfaradim pour profiter. Voilà. Et on les comprend bien. Alors, complètement. Quand j'y pense, oui, c'est que du bonheur, c'est que des super souvenirs, c'est aussi énormément d'opulence et tout ça baigne dans beaucoup d'huile et beaucoup de miel. Alors le miel, je comprends, mais l'huile, c'est où est-ce qu'on voit qu'il y a une bracha particulière autour de l'huile Enfin, je sais pas, je pose la question. L'huile, c'est quelques gouttes, hein. Bon, faut pas en faire tout ça. Allez, Céline, dis-nous un peu comment ça se passe. Les minagim, est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce que vous faites des... dis-nous alors, chez les Juifs de Tunisie, comme vous le savez, d'abord, il faut savoir que c'est une communauté qui aime les traditions, qui a beaucoup de Yirat Shamayim, de crainte de Dieu, et qui fait donc... une religion dans le strict respect des coutumes. Ouais. Et alors c'est toujours très intéressant parce que dans toutes ces communautés, on peut toujours faire une espèce d'approche sociologique comme ça, parce que donc comme je vous dis, donc tout le monde est pratiquant. Ça veut dire c'est clair que les fêtes on les fait, les femmes sont avec un foulard sur la tête. C'est clair que s'il y a un minyan qu'il faut compléter, les hommes vont venir tout de suite. Évidemment, le grand respect de toutes les lois de l'endeuillement, etc. Mais au-delà de ça, il y a toujours une personne supplémentaire qui est, si vous voulez, qui se démarque et qui, elle, est appelée le religieux. Cette personne-là, c'est la personne religieuse. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, le Seder de Rosh Hashanah chez les Juifs tunisiens a été organisé autour d'une feuille de prière qui s'appelle la feuille de miel. Oui, très connue. Et la feuille de miel a été en fait compilée par le fameux religieux de toute la communauté qui s'appelait Monsieur Gaston Guez. Oui. Monsieur Gaston Guez, c'était le Moël. Et donc, il avait apparemment un peu plus de connaissances que les autres. Et il a eu l'idée géniale de... comme je vous dis, compiler en fait tout le seder sur une fameuse feuille. La feuille de miel. Cette feuille de miel, elle porte vraiment bien son nom parce que obligatoirement, avec tous les plats, on se lèche les doigts et puis on prend la feuille. Enfin, d'année en année, elle est mielleuse de plus en plus. Je dois vous dire que chez nous, le seder de Rosh Hashanah est vraiment très différent. Enfin, moi, je m'appelle Gurfinkiel, je suis mariée à un Koutchenko, donc j'ai envie de vous dire, notre seder de Rosh Hashanah, c'est très, très différent du compatisson, de ce que vous êtes en train de raconter, de ces mains pleines de miel, avec tous ces plats sur la table. On est beaucoup plus modeste, on va dire ça comme ça. J'imagine. Alors justement, la feuille de miel, puisque vous parlez de modestie, ça c'est vraiment le symbole de l'opulence. D'abord, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en fait, elle regroupe 11 produits, d'accord, 3 produits, donc la figue, la grenade et la pomme, qui font partie donc des fruits de l'arbre. 5 autres produits, le sésame, la courge, les épinards, les fèves et l'ail, dont la bracha, c'est Boré Peri Adama, donc les fruits de la terre. Et puis encore 3 éléments, donc le miel, la tête de mouton et le poisson, qui sont sous la bracha donc de chez Akol. Quand on ajoute à ça, donc dans le kidouche,
le Boré-Péri à Geffen, donc la bracha sur le vin, on obtient en fait 12 sortes. Et ce numéro 12, évidemment, qui n'a pas été choisi au hasard, il est très symbolique. Voilà, il est une façon de conclure donc les 12 mois de l'année précédente qu'on essaye de conclure le mieux possible. Et puis surtout, voilà, ce message d'espoir pour une année qui soit douce, une année avec des bons décrets, une année qui sera positive dans la santé, dans la richesse. Donc les 12 mois qui s'ouvrent à partir du soir de Rosh Hashanah. Mais alors, dites-moi, à part ces hors d'œuvre où on mange bien, est-ce qu'il y a des plats particuliers qui sont des plats de Rosh Hashanah dans la partie plat principal? Oui, bien sûr. Alors, le plat de Rosh Hashanah, en général, c'est la fameuse keileh, c'est-à-dire c'est un plat à base d'épinards. Il n'y a pas de Rosh Hashanah sans keileh chez les Tunisiens. Il n'y a pas de Rosh Hashanah sans keileh et l'ail, le fameux ail qui est dans le seder de Rosh Hashanah, baigne dedans. Enfin, c'est un bonheur, c'est un truc. Bon, quand vous allez chez Rosh Hashanah chez les Tunisiens, après... soit vous faites un footing, soit vous dormez sur place, mais je veux dire, il faut vraiment venir... Je pense que c'est à cause des Tunisiens qu'on a inventé le jeûne de Guédalia le 3e jour. Exactement. À mon avis, ils ont dû se dire que c'était une bonne opportunité. En tout cas, la recette que je voulais vous donner, c'est quelque chose qui est très absolument particulier. Et très simple à faire, oui, je suis sûr. Plutôt simple. Non, vraiment plutôt simple. Ce sont les fameux beignets de courge. Donc, je vous ai dit que dans le seder, donc nous mettons la courge. La courge, c'est le kra. Le fameux kra, c'est donc pour déchirer, pour enlever tous ces mauvais décrets qu'on pourrait avoir ce jour-là. Et la façon dont c'est présenté, si vous voulez, le potiron, bon, c'est un légume qui est plutôt fade, qu'on met dans une soupe, c'est pas super. Et là, il est présenté d'une façon qui est, à mes yeux, hyper délicate et saine. Et je voudrais vous donner cette recette-là. Ce n'est pas ma recette à moi, c'est la recette de Madame Annie Boukris. Mais elle est tunisienne. Elle est tunisienne, c'est une recette tunisienne. Non, parce que sinon, on n'aurait pas pris. Voilà. Alors, si c'est bon, vous allez nous rassurer. La cuisinière du site harissa.com, parce qu'avant les Facebook et les sites tunisiens, on avait harissa.com. Il y avait Caramel et harissa.com. Alors, comment on fait la courge frite? Comment vous dites? Comment tu dis? Oui, c'est des beignets de courge. Des beignets de courge, alors. Oui. Alors, c'est très simple. Donc, il vous faut 1 kilo de potiron. Ouais. Ce potiron-là, vous le coupez en tranches, des tranches d'à peu près, 4-5 mm. D'accord. Ah, c'est fin quand même. Pardon? C'est fin, c'est très fin. Oui, c'est très fin. Ouais. Il faut bien laisser sécher. Et alors, donc pour vous faire plaisir, il faut les frire une première fois comme ça. Ça veut dire vraiment les mettre dans un petit bain d'huile et les laisser sécher par la suite. Parce que l'huile, en fait, va retirer toute cette eau qu'il faut absolument neutraliser pour faire un beignet comme il se doit. À la suite de ça, donc on prépare 2 assiettes, une assiette avec de la farine, une autre assiette avec des œufs qu'on bat en espèce de petite omelette. Et donc on trempe les fameux beignets qui ont été une première fois frits. On les trempe d'abord dans la farine, après dans l'œuf, et on les fait frire. D'accord ? Une deuxième fois, à ce moment-là, ça va vous donner vraiment l'aspect d'un beignet. On laisse bien sécher, et alors là, ça c'est le top. On les passe dans le fameux... On retrempe encore une fois, cette fois-ci dans le sirop de miel. C'est donc sucré. Oui, ça finit sucré. C'est vraiment le même principe pour les beignets d'épinards. C'est une façon vraiment de tout amener vers le sucre, la douceur, la bonté. Alors, pour la petite histoire, chez les Ashkenazim, on a l'habitude, on n'a pas beaucoup de repas de fête, mais bon, on a quand même le gefilte fish. Et normalement, le gefilte fish, on le mange avec du rein. Non, avec du rein. Justement, avec donc du réfort. Et en tout cas, dans ma famille, on n'a pas le droit de manger du réfort à Rosh Hashanah. On n'a pas le droit de manger tout aliment qui serait un petit peu trop amer ou trop piquant ou qui ne parle, enfin qui n'amènerait pas la bonne année. Alors moi petite, depuis très longtemps, je mange mon gefilte fish avec du miel à Rosh Hashanah. Voilà, c'est très bon de toute façon. Très bien.
Voilà. D'accord. À tenter. Si vous en avez marre de votre Kayla, passez sur quelque chose. C'est pas évident, ça. C'est pas joué d'avance, en tout cas. Merci Céline, en tout cas, pour cette recette et puis pour toutes ces explications autour de la fête de Rosh Hashanah. On va te souhaiter, en tout cas, toi et toute ta famille, Shana Tova, que des bonnes choses. Bezrat Hashem. Shana Tova umetuka à tout le monde. Iba vechashima tova. À bientôt. Kol tov. Alors, Eliana, on va continuer à parler des minagim et des recettes de Rosh Hashanah. Tout à fait. Vous allez nous Rosh Hashanah qui se rapproche grandement. Donc, il faut se préparer. Et est-ce qu'il y a des minagim sympathiques ou des choses qu'on fait chez la famille Gurfinkel? Bon, chez les Gurfinkel, déjà, on a les chalotes rondes, mais je pense que ça, c'est le... Alors, vous n'avez pas, comme à Pessah, des personnes de toute nationalité? Si, en général, ça c'est le comment dire, c'est le propre de la maison Gurfinkel d'avoir des gens d'un peu de partout. Il faut dire qu'avec les années, depuis qu'on est en Israël, on est souvent séparés au moment de Rosh Hashanah et nous on va passer, on passe le seder chez les Lions, voilà. La famille Lion, on est invité chez Alors, la famille. Alors c'est quoi les chalotes rondes? Eh ben en fait, comme on parle du cycle de l'année, la nouvelle année, alors on a des chalotes qui sont rondes pour montrer le cycle de l'année et qui sont différentes en fait des chalotes habituelles qui sont tressées. Voilà, donc c'est des chalotes rondes. Alors, en général, elles sont un peu sucrées. Enfin, faut que les gens aussi aiment le sucre. En général, à Rosh Hashanah, il vaut mieux aimer le sucre parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Moi, je suis mariée avec quelqu'un qui déteste les plats sucrés. Donc, bonne chance avec lui. Lui, il mange des crackers. Il a des matzot. Et donc voilà, chez nous aussi, on a des minagim sympathiques. Racontez-moi ça. Famille, alors c'est une famille plutôt de mon épouse, la famille Maman. Et c'est alors en fait, le seder a lieu sur tout le long du repas. C'est-à-dire que en général, on goûte un peu de chaque, comme nous a expliqué tout à l'heure. Céline nous a expliqué qu'il y avait la courge, qu'il y avait les épinards, etc. Donc il y avait des beignets qui étaient faits, qu'on prend en général avant le repas et qu'ensuite on prend le plat principal, etc. et dessert, etc. Et en fait, chez nous, c'est tout le repas qui est le seder. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un plat d'épinards, il y a un plat de courgettes, il y a un plat où on fait une soupe avec de la viande de tête, il y a un plat avec le poisson. C'est presque plus digeste, j'ai envie de dire. Voilà, donc il y a une dizaine de plats. Moi, je peux vous parler d'un minag de la famille Lion. Alors, les Lions, c'est sous inspiration de Jacques Gary. C'est de mettre un avocat au moment parce que le jour où on est jugé, il vaut mieux avoir un bon avocat. Voilà. D'accord. Donc il y a plein de choses qui sont. Il faut dire que toute l'histoire du seder, on le retrouve déjà dans le Talmud où on a des jeux de mots en fait. Bien sûr. On a des grands jeux de mots avec les aliments, le nom des aliments et on en tire une bracha. Et alors il y a des jeux de mots en araméen, des jeux de mots en hébreu. Alors pourquoi pas ne pas en faire en français aussi. Donc si ça vous intéresse de manger des avocats, d'avoir un bon avocat. Au moment on peut le faire. Donc voilà, donc on fait tout le repas. C'est tout le repas, c'est le seder en même temps. Donc on mange bien d'abord parce qu'il y a beaucoup de plats. Il y a la viande de tête, il y a le poisson, il y a les épinards, il y a les courgettes, il y a plein de choses. Voilà, je crois qu'il y a aussi le cœur aussi. Nous chez les Ashkenazim, on a deux grandes choses, on va dire ça comme ça. On a d'un côté la pomme trempée dans le miel, c'est pas mal. Oui, la pomme trempée dans le miel. Et le tsimes. Vous connaissez le tsimes? Non, pas du tout. Alors le tsimes, c'est une espèce de, j'appellerais ça un chutney, c'est un mélange de carottes avec des carottes, du miel et des raisins. Et en fait, c'est un plat comme ça de carottes sucrées très doux qu'on mange aussi. Alors, comme il y a les carottes, c'est Gzardinenu. Voilà, que Hachem nous donne un jugement qui nous soit favorable. Mais donc ça, c'est les grands classiques ashkénazes. Et après, les ashkénazes ont rencontré, après 2000 ans de séparation, leurs frères séfarades et ils ont à nouveau... Ils ont ressuscité. Voilà, ils ont eu goût à la vie à nouveau. Voilà, en tout cas, que ce soit pour vous, tous les auditeurs de Studio Kalita, une année douce comme le miel, et que des bonnes résolutions. Vous ayez un bon avocat. Un bon avocat et des bonnes décisions, des bonnes résolutions et que des bonnes choses. Voilà, pour vous aussi, bien entendu, Eliana, pour toute votre famille et pour, bien entendu, tous nos auditeurs. Tikatvu vetechatmu leshana tova umituka. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons, bien entendu, très bientôt pour une nouvelle émission dont on vous donne la parole sur Studio Kalita. Shana Tova à tous et les traotes. Bye bye.
Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.